Voici Volonté de faire par Orison Swett Marden. Chapitre 1. Entraîner la volonté. L'éducation de notre volonté est l'objet de notre existence, dit Emerson, et cela n'est pas trop dire si l'on considère la volonté humaine dans ses relations avec le divin. Cela concorde avec le dicton de J.S. Wortham Mill, selon lequel un caractère est une volonté complètement formée par rapport aux simples relations mondaines. Le développement et la discipline de sa propre force de volonté sont d'une importance suprême en relation avec le succès dans la vie. Aucun homme ne peut estimer le pouvoir de la volonté. C'est une partie de la nature divine, une pièce entière avec le pouvoir de la création. Nous parlons du fait de Dieu fiat lux que la lumière soit. L'homme a son fiat. Les réalisations de l'histoire ont été les choix, les déterminations et les créations de la volonté humaine. C'était la volonté tranquille, où les luttes nobles ou sombres d'hommes comme Wilberforce et Harrison, Butchers et Cyrus Field, Bismarck et Grant, qui les ont rendus indominables. À ces hommes, on ne peut les arrêter plus que l'on peut arrêter le soleil ou la marée. La plupart des hommes échouent non pas par manque d'éducation ou de qualités personnelles agréables, mais par manque de détermination tenace, par manque de volonté intrépide. Il est impossible, dit German, d'observer les conditions sous lesquelles se livre la bataille de la vie sans percevoir combien cela dépend vraiment de la mesure dans laquelle la force de volonté est cultivée, renforcée et mise en œuvre dans les bonnes directions. Les jeunes ont besoin de s'entraîner pour cela. Nous vivons à une époque d'événements sportifs. Ceux qui sont déterminés à avoir une volonté athlétique doivent prendre le type d'exercice dont ils ont besoin. Cela est bien illustré par un rapport que j'ai vu sur la course de marathon aux récents Jeux olympiques, remporté par le jeune paysan grec Sotirios Lose. Dans la course de la vie, l'entraînement de ce champion coureur n'était pas une grande démonstration. Depuis son travail dans les champs, il s'est consacré tranquillement à la tâche de faire triompher la Grèce sur les étrangers venus de toutes les terres. On savait qu'il était un bon coureur, mais ce n'était pas seulement sa vitesse qui surpassait tous les rivaux, c'était la volonté tranquille ou les luttes nobles ou sombres d'hommes comme Wilberforce, Harrison, Butchers, Cyrus Field, Bismarck et Grant qui les ont rendus dominants. Ce jour-là, quand il est sorti de sa ferme à Amaru, son père lui a dit « Sotiris, tu dois revenir comme un vainqueur ». La lumière d'une résolution ferme brillait dans les yeux du jeune homme, et bien que le père soit vieux, il était sûr que son fils gagnerait. Il se dirigea donc vers la gare pour attendre que Sotiris dépasse tous les autres. Personne ne connaissait le vieil homme et ses 3 filles alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Quand enfin l'excitation de la foule réunie a indiqué que le moment critique était arrivé, que les coureurs approchèrent de la ligne d'arrivée, le vieux père leva les yeux avec des yeux un peu éteints en réalisant que Sotiris était vraiment en tête. Alors que la foule s'amassait autour du jeune paysan, quand la course était juste gagnée, délirante d'émotion, il ne savait pas comment le féliciter. Les dames le submergèrent de fleurs et de bagues, certaines lui donnèrent même leur montre, et une dame américaine lui offrit son flacon de parfum. Les princes l'embrassèrent, et le roi lui fit un salut militaire. Mais le jeune Sotiris cherchait d'autres éloges en dehors d'eux, traversant les rangs de la royauté et des belles demoiselles, passant les mains tendues de ses compatriotes, traversant la foule d'étrangers qui l'applaudissaient. Son regard dévia jusqu'à ce qu'il tombe sur un vieillard qui tremblait d'impatience et qui se frayait un chemin avec détermination à travers la foule excitée et satisfaite. Alors le visage du jeune homme s'illumina, et alors que le vieux Lose s'abattia, ouvrait les bras pour étreindre son fils, le jeune vainqueur dit simplement « Tu vois, père, j'ai obéi à la discipline mentale. L'athlète s'entraîne pour sa course et la mente doit commencer à s'entraîner si elle veut gagner la course de la vie. » Le professeur Matthew prétend que seule une série d'efforts continus et épuisants, répétés encore et encore, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, permet d'acquérir la capacité de concentrer l'esprit sur un sujet, aussi abstrait ou compliqué soit-il, en excluant tout le reste. Le processus pour obtenir cette automaîtrise, ce contrôle complet des facultés mentales, est progressif et sa durée varie selon la constitution mentale de chaque personne. Cependant, son acquisition vaut infiniment plus que le maximum d'efforts que cela pourrait coûter.
Peut-être le résultat le plus précieux de toute éducation, selon le professeur Yoxley, est la capacité de se forcer à faire ce qui doit être fait, qu'on le veuille ou non. C'est la première leçon à apprendre, et aussitôt que commence la formation d'un homme, c'est probablement la dernière leçon qu'il apprenne à fond. Lorsqu'on a demandé à Henry World Vision comment il pouvait accomplir bien plus que d'autres hommes, il a répondu « Je ne fais pas plus, mais moins que les autres personnes. Ils font tout leur travail 3 fois. Une fois dans l'anticipation, une fois dans la réalité et une dernière fois dans la rumination. Je fais le mien seulement dans l'actualité, en le faisant une fois au lieu de 3. Cela est dû à l'exercice intelligent de la force de volonté de M. Villard pour centrer son esprit sur ce qu'il faisait à un moment donné, puis passer à autre chose. Toute personne ayant observé de près les hommes d'affaires a remarqué cette caractéristique. Un des secrets d'une vie réussie est d'être capable de maintenir toutes nos énergies en un point, de concentrer tous les rayons dispersés de l'esprit sur un seul endroit ou chose, une force centralisatrice. Le dépôt mental de la plupart des gens est comme une retenue d'eau qui fuit, où la majeure partie de l'eau coule sans arrêt par-dessus la roue et fait fonctionner le moulin. L'habitude de divaguer dans l'esprit, de s'inquiéter pour ceci ou cela, entrave le génie réel qui éblouit les yeux mortels. Souvent, il n'est rien d'autre que la persévérance déguisée. Beaucoup d'hommes auraient réussi s'ils avaient connecté leurs efforts fragmentaires. Les tentatives spasmodiques et incohérentes, sans concentration ni contrôle d'une idée fixe, ne mèneront jamais au succès. Seule la continuité de dessein est la cause des résultats. Apprendre à nager se fait en nageant, apprendre à courir se fait en courant, et apprendre à développer la force de volonté se fait par l'exercice réel de la force de volonté dans les affaires de la vie. L'homme qui exerce sa volonté, dit un essayiste anglais, la transforme en une force plus forte et plus efficace proportionnellement à la mesure où cet exercice est maintenu intelligemment et de manière persévérante. L'exercice de la force de volonté est un moyen de la renforcer. La volonté se fortifie avec l'exercice et l'effort dans une chose, jusqu'à la maîtriser est une preuve de discipline et de pouvoir intellectuel. Dr. Queller, c'est étonnant, dit le Dr. Theo Dracula. Combien d'hommes manquent de ce pouvoir de persévérer jusqu'à atteindre le but? Ils peuvent faire une course soudaine, mais ils manquent de courage, se découragent facilement. Ils avancent tant que tout va bien, mais lorsqu'il y a des frictions, ils se découragent. Ils dépendent de personnalités plus fortes pour leur esprit et leur force. Ils manquent d'indépendance ou d'originalité. Ils n'osent faire que ce que les autres font, ne se démarquent pas de la foule et n'agissent pas sans crainte. Les grands arbres. Ce dont a besoin celui qui veut réussir au plus haut degré possible, c'est une planification minutieuse. Il doit accumuler un pouvoir de réserve pour être capable de faire face à toutes les urgences. Thomas Starr Quinn a dit que les grands arbres de Californie lui ont donné sa première impression du pouvoir de la réserve ou de la réflexion sur les énergies de réserve qui s'étaient compactées en eux. Il a dit « Ce qui m'a ému, c'est que les montagnes leur avaient donné leur fer et leurs riches stimulants. Les collines leur avaient offert leur sol, les nuages leur avaient accordé leur pluie et leur neige. Et 1000 étés et hivers avaient répandu leurs trésors autour de leurs vastes racines. Aucun jeune ne peut espérer être un faucon au-delà de l'ordinaire s'il n'a pas fait de sa vie une réserve de pouvoir à laquelle il peut constamment puiser. Elle ne le trahira jamais en aucune urgence. Assure-toi d'avoir stocké dans ta maison de pouvoir l'énergie et la connaissance nécessaires pour être à la hauteur de la grande occasion lorsqu'elle se présentera. Si j'avais 20 ans et qu'il ne me reste que 10 ans de vie, a dit un grand érudit et écrivain, je passerai les 9 premières années à accumuler des connaissances et à me préparer pour la 10e. Je le ferai. Il n'y a pas 2 mots dans la langue anglaise qui se distinguent avec plus d'audace que les mots « high will », vouloir, c'est pouvoir. Il y a de la force, de la profondeur et de la solidité, de la décision, de la confiance et du pouvoir, de la détermination, de la vigueur et de l'individualité dans le ton rond et sonore qui caractérise leur prononciation. Il te parle du triomphe sur les difficultés, de la victoire face au découragement, de la volonté de promettre et de la force pour tenir, de l'entreprise élevée et audacieuse, des aspirations sans limite
et des mille et une impulsions solides par lesquelles l'homme domine les obstacles sur le chemin du progrès. Comme on l'a bien dit, celui qui se tait oublie, celui qui n'avance pas recule, celui qui s'arrête s'accable, s'éloigne, s'écrase, celui qui cesse de grandir se rétrécit, celui qui abandonne se rend. L'immobilité est le début de la fin car elle mène à la mort. Vivre, c'est accomplir, vouloir sans cesse, être un héros. Laisse ta puissance traverser les neiges éternelles et ouvrir un passage à travers les murs d'ébène de la nuit pour atteindre le jour, comme l'a dit Park Benjamin. Chapitre 2. Les dirigeants face au destin. Il n'y a ni hasard, ni destin, ni chance qui puissent échapper, entraver ou contrôler la résolution ferme d'une âme déterminée. Les cadeaux ne comptent pour rien, seule la volonté est grande. Toute chose cède devant elle tôt ou tard. Quel obstacle peut arrêter la puissante force du fleuve qui cherche la mer dans son cours ou retarder l'orbe ascendant du jour? Chaque âme bien née doit gagner ce qu'elle mérite. Que le ton parle de la chance. L'heureux est celui dont le dessein sérieux ne dévie jamais, dont la moindre action ou inaction sert au seul grand objectif. Ella Wheeler Wilcox a dit « Il y a toujours de la place pour un nom de force ». Emerson, le roi est l'homme qui peut. Carlyle, un dessein fort et défiant a de nombreuses mains et s'accroche à tout ce qui est proche et peut lui être utile. Il a un pouvoir magnétique qui attire à lui tout ce qui lui est semblable, selon Eux de Munger. Qu'est-ce que la force de volonté, vue dans un sens large, sinon l'énergie du caractère, l'énergie de la volonté, la force qui s'origine elle-même? C'est l'âme de tout grand caractère. Là où elle est, il y a de la vie. Là où elle n'est pas, il y a faiblesse, impuissance et abattement. Que votre première étude soit d'enseigner au monde que vous n'êtes pas du bois et de la paille, qu'il y a quelque chose de fer en vous. Les hommes qui ont laissé leur empreinte dans le monde ont été des hommes de grande et prompte décision. L'os accomplissement de la force de la volonté sont presque impossibles à calculer. Presque rien ne semble impossible pour l'homme qui peut avoir une volonté suffisamment forte et prolongée. Un talent, avec une volonté derrière, accomplira plus que 10 sans elle, comme un dé à poudre dans un fusil dont le canon lui donne une direction pour une exécution plus grande qu'une charge brûlée en plein air. Il y a des volontés et des volontés. Il y a 3 classes de personnes dans le monde, dit un écrivain récent. Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas et ceux qui ne peuvent pas. Les premiers ne réalisent pas tout, les seconds s'opposent à tout, les troisièmes échouent en tout. Les côtes de la fortune, comme le dit Foster, sont couvertes des débris de naufrages d'hommes de brillantes capacités, mais à qui il a manqué de courage et de décision. Et c'est pourquoi ils ont péri à la vue d'aventuriers, plus décidés mais moins capables, qui sont arrivés au port. Si je devais exprimer en un mot le secret de tant d'échecs parmi ceux qui ont commencé avec de grandes espérances, je dirais qu'il leur manquait de la force de volonté. Ils n'avaient pas la moitié de la volonté. Et c'est qu'un homme sans volonté est comme une machine sans vapeur. Le génie non exécuté n'est pas plus génie qu'un arbuste de gland dans une forêt de chênes. La volonté a été appelée la colonne vertébrale de la personnalité. La volonté, dans sa relation avec la vie, dit un écrivain anglais, peut être comparée à la fois au gouvernail et à la machine à vapeur d'un bateau, dont l'action confinée et liée dépend entièrement de la direction de son cours et de la vigueur de son mouvement. La force de volonté est la preuve des possibilités d'un jeune. Tu peux avoir une volonté assez forte et soutenir tout ce que tu entreprends avec une poignée de fer. La poignée de fer est celle qui saisit l'opportunité. Dans ce monde encombré, poussé, égoïste et cupide, où tout est poussé, pour un jeune sans volonté, sans prise sur la vie, l'homme qui se forge en avant de cette ère compétitive doit être un homme de décision prompte et décidée. Une aiguille à coudre. C'est l'une des anciennes œuvres de Ben Jonson. Quand il prenait goût à quelque chose, je suis comme l'aiguille du tailleur. Je le fais. Ceci n'est pas différent de Rachel qui disait « Quand j'ai pris une résolution, je vais directement à mon objectif, je renverse tout, je coupe tout. » Et en affaires, le conseil de Rothschild est le même, à tout prix, ce que tu te proposes. Aux fils de Glaston, on leur a appris à mener à bien tout ce qu'ils commençaient, aussi insignifiant que soit l'entreprise. Ce qui est pire que l'imprudence, l'indécision est pire que la témérité. Celui qui tire, dit Feldman, peut parfois atteindre la cible, mais celui qui ne tire jamais ne le peut jamais.
L'indécision est comme une agonie. Elle ne secoue pas ce membre ou celui-là, mais tout le corps est en même temps dans une attaque. L'homme qui tourne toujours en rond, reculant et hésitant, perdant du temps, brassant et négociant, pesant et équilibrant, divisant les cheveux sur ce qui n'est pas essentiel, écoutant chaque nouveau motif qui se présente, ne réalisera jamais rien. Mais l'homme positif, celui qui est déterminé, est une puissance dans le monde et représente quelque chose. Il peut mesurer et estimer le travail que son énergie accomplira. L'opportunité est timide, elle est rapide, elle s'en va avant que le lent, le non-observateur, l'indolent ou le négligent puissent en profiter. La vigilance dans l'observation de l'opportunité, l'action et l'audace dans l'exploitation de l'opportunité. La force et la persistance dans l'agrégation de l'opportunité jusqu'à son accomplissement maximum possible. Ce sont les vertus martiales qui doivent commander le succès. Les meilleurs hommes, commenta Chapping, no sont ceux qui ont attendu les opportunités, mais ceux qui les ont saisies. Ils ont assiégé l'opportunité, l'ont conquise et en ont fait leur servante. Il n'est pas possible de qualifier les succès et les échecs par leurs différents degrés de force de volonté. Un homme qui peut résolument déterminer une action et ne dévie ni à droite ni à gauche, même si un paradis lui fait face, maintient ses yeux sur l'objectif, peu importe les distractions, est sûr du succès. Tous les navires partant de Tarsis ne rapporteront pas l'or d'Ophir, mais le port pourrira s'il ne donne pas à ses voiles le pouvoir du vent conscient. Le pouvoir conscient, dit May, existe à l'intérieur de l'esprit de chacun. Parfois, son existence n'est pas réalisée, mais elle est là pour être développée et mise en lumière, comme la culture de cette fleur obstinée mais belle, l'orchidée. Permettre qu'il reste latent, c'est se plonger dans l'obscurité, écraser ses ambitions, étouffer ses facultés. Le développer signifie individualiser tout ce qu'il y a de meilleur en toi et le donner au monde. C'est par une connaissance absolue de soi-même, l'estimation adéquate de sa propre valeur. Il n'y a pas de lecteur, dit un éducateur expérimenté, qui ne puisse se rappeler les premières années de la vie d'au moins un jeune dont l'enfance a été passée dans la pauvreté et qui, dans sa jeunesse, a exprimé un fort désir d'obtenir une éducation supérieure. Un peu plus tard, ce désir s'est transformé en une résolution déclarée, et bientôt les voies se sont ouvertes pour atteindre cet objectif. Ce désir et cette détermination ont créé une atmosphère qui a attiré les forces nécessaires pour réaliser le dessein. Beaucoup de ces jeunes nous diront qu'alors qu'ils attendaient, se dépensaient et aspiraient, des montagnes de difficultés se dressèrent devant eux. Mais quand ils ont transformé leurs espoirs en résolutions fermes, l'aide est arrivée sans être sollicitée pour leur tendre la main en chemin. Crois en toi-même. L'homme sans confiance en lui-même et sans une volonté de faire est le jouet du hasard, la marionnette de son environnement, l'esclave des circonstances. Les doutes ne sont pas les plus grands ennemis. Si vous voulez réussir au maximum de vos capacités, vous ne devez pas vous accrocher constamment à la croyance que vous êtes organisé pour le succès et que vous réussirez quoi qu'il arrive. Vous ne devez jamais permettre qu'une ombre de doute entre dans votre esprit, que le Créateur a l'intention que vous remportiez la bataille de la vie. Considérez chaque suggestion qui vous indique que votre vie peut être un échec, que vous n'êtes pas fait comme ceux qui réussissent et que le succès n'est pas pour vous comme un intrus, et chassez-le de votre esprit comme vous le feriez avec un voleur dans votre maison. Il y a quelque chose de sublime chez le jeune qui possède l'esprit de l'audace et de l'intrépidité, qui a la confiance nécessaire dans sa capacité de faire et d'oser. Le monde nous évalue pour ce que nous sommes. Croyez en l'homme qui croit en lui-même, mais ne servez pas l'homme timide, celui qui n'est jamais sûr de lui, qui ne peut pas avoir confiance en son propre jugement, qui demande des conseils aux autres et garde la peur de continuer seul. L'homme avec une nature positive, l'homme qui croit qu'il est à la hauteur de l'urgence, qui croit qu'il peut faire ce qu'il entreprend, celui qui gagne la confiance de ses semblables, est aimé parce qu'il est courageux et en même temps indépendant. Ceux qui ont accompli de grandes choses dans le monde ont généralement été audacieux, agressifs et sûrs d'eux. Ils ont osé sortir du lot et agir de manière originale. Ils n'ont pas eu peur d'être différents. À une époque de foule et de concurrence, il y a peu de place pour la jeunesse timide et hésitante.
Celui qui veut réussir de nos jours doit non seulement être courageux, mais aussi oser prendre des risques. Celui qui attend la certitude ne gagne jamais. La loi de l'âme est un effort éternel qui porte l'homme en avant et vers le haut pour toujours. Un homme peut être trop confiant envers les autres, mais jamais trop confiant en lui-même. N'admettez jamais la défaite ou la pauvreté. Affirmez fermement votre droit divin de tenir la tête haute, de regarder le monde en face. Avancez courageusement devant tout ce qui s'oppose. Le monde vous ouvrira la voie. Personne n'insistera sur vos droits, tant que vous-même hésiterez à les arrêter. À quoi es-tu destiné? Occupe ta place avec toute ton énergie. Réveille-toi, électrise-toi, mets-toi au travail. Un jeune a dit une fois à son patron, « Ne me donnez pas un travail facile. Je veux manipuler des boîtes lourdes, porter de lourdes charges. J'aimerais soulever une grande montagne et la jeter à la mer. » Il a étendu ses 2 bras musclés, pendant que ses yeux honnêtes dansaient et que tout son être brillait de force consciente. Le monde dans son cœur admire celui qui agit sévèrement et déterminé. Le monde se retire pour laisser passer l'homme qui sait où il va. Il est merveilleux de voir comment même les soi-disant coïncidences de la vie semblent s'incliner devant un esprit qui ne se courbe pas devant elle et cède pour aider un dessein après avoir tenté de le contrecarrer sans résultat. L'homme réussit, dit Mulford, depuis toujours dans l'esprit ou l'imagination, à vivre, à se déplacer, à penser et à agir comme s'il avait obtenu ce succès, ou il ne l'obtiendra jamais. Nous allons de l'avant, a dit Emerson, austère, dévoué, croyant au maillon d'acier du destin, et nous ne tirerons pas sur nos talons pour sauver nos vies. Un livre, une statue, ou simplement le son d'un homme déclenche une étincelle à travers les nerfs, et soudain nous croyons en la volonté. Nous ne pouvons entendre parler d'une vigueur personnelle d'aucun type de grand pouvoir d'action s'il n'y a pas une nouvelle résolution. Chapitre 3. Force de volonté au camp et sur le terrain. Oh, quels miracles ont été réalisés par la confiance en soi, l'autodétermination et une volonté de faire. Quels actes impossibles ont été accomplis grâce à elle. C'est elle qui a conduit Napoléon à traverser les Alpes en plein hiver. C'est elle qui a poussé Farragut et The Way à surmonter les canyons, les torpilles et les mines ennemies. C'est elle qui a mené Nelson et Grant à la victoire. C'est elle qui a été le grand tonique dans le monde des découvertes, des inventions et de l'art. Elle a contribué à remporter 1000 triomphes dans la guerre et la science, qui étaient autrefois considérés comme impossibles. Le secret du succès de Jeanne d'Arc n'était pas seulement une décision rare de caractère, mais aussi la vision qui lui inspirait confiance en elle-même et en sa mission divine. C'était une volonté de fer qui a donné à Nelson le commandement de la flotte britannique, un titre et une statue à Trafalgar Square. C'était la note clé de son caractère lorsqu'il disait « Quand je ne sais pas si je dois me battre ou non, je me bats toujours ». C'était une volonté de fer qui a été mise en jeu lorsque Horace, avec 2 compagnons, a maintenu en échec 90 000 Toscans jusqu'à la destruction du pont sur le Tibre. C'était la volonté de fer qui a incité Léonidas à arrêter la puissante marche de Xerxès à Thermopyles. C'était la volonté de fer qui, face aux côtes de la Grèce, a détruit la flotte perse. C'était la volonté de fer qui a permis à César, voyant que son armée était en difficulté, de s'emparer de la lance et du bouclier, arrachant la victoire de la défaite. C'était la volonté de fer lorsque Winkelried a ramassé sa poitrine de lance autrichienne et a ouvert la voie à ses camarades. C'était la volonté de fer quand Wellington a combattu dans de nombreux climats sans avoir été conquis. C'était la volonté de fer lorsque Néron, sur 100 champs, a changé le cours de la vie. C'était la volonté de fer lorsque Winkelried, avec sa poitrine, a ouvert un chemin pour ses camarades. Quand Wellington a combattu dans de nombreux climats sans être conquis, quand Ney a transformé un apparent désastre en un brillant triomphe sur 100 champs, quand Sheridan est arrivé depuis Winchester, quand la retraite de l'Union devenait une déroute et changeait le cours des choses, quand Sherman indiquait à ses hommes de tenir bon sachant que leur chef arrivait, l'histoire offre des milliers d'exemples d'hommes qui ont saisi les occasions pour obtenir des résultats considérés comme impossibles, du moins résolus. La décision rapide et l'action pleine d'ardeur balayent le monde devant eux. Qui était l'organisateur du moderne empire allemand? Ce n'était pas l'homme de fer Napoléon et Grant.
Que feriez-vous si vous étiez assiégé en un lieu totalement dépourvu de provisions » demanda l'examinateur. Quand Napoléon était cadet, s'il y avait quelque chose à manger dans le camp ennemi, cela ne me préoccuperait pas. Lorsque Paris était aux mains d'une foule et que les autorités étaient terrifiées, un homme arriva et dit « Je connais un officier qui peut étouffer cette foule, faites-le venir. » Napoléon fut appelé, vint, soumit la foule, soumit les autorités, gouverna la France, puis conquit l'Europe. Le 10 mai 1796, Napoléon réalisa le pont de Lodi face aux batteries autrichiennes entraînées sur l'extrémité française de la structure. Derrière elles, il y avait 6000 soldats. Napoléon concentra 4000 grenadiers à la tête du pont, avec un bataillon de 300 carabiniers en avant. Au son du tambour, les premiers assaillants sortirent de la couverture du mur de la rue, sous une terrible pluie de raisins et de canons, essayant de passer par la porte du pont. Les rangs de devant tombèrent comme des tiges de blé, devant une lumière éblouissante. La colonne chancela et recula, et les courageux grenadiers furent horrifiés par la tâche qui les attendait. Sans un mot ni un regard de reproche, Napoléon se plaça à la tête et ses aides et généraux coururent à ses côtés. Ils avancèrent de nouveau par-dessus les tas de morts, obstruant le passage, et une course rapide, comptée en secondes, conduisit la colonne à travers 200 mètres d'espace dégagé, sans qu'un seul tir autrichien ne produise d'effet. Au-delà du point où les pelotons tournaient pour effectuer le premier saut, les canons de l'ennemi n'étaient pas dirigés vers l'avance. L'avance était trop rapide pour les artilleurs autrichiens. Tout fut si soudain et miraculeux que les artilleurs autrichiens abandonnèrent instantanément leurs canons et leurs supports, s'enfuirent épouvantés. Au lieu de se précipiter vers l'avant et de faire face à l'assaut français, Napoléon avait compté là-dessus, en réalisant l'audacieuse attaque qui était Napoléon le tonnerre de la guerre. Une fois, il voyagea d'Espagne à Paris à 17 milles à l'heure, sur une selle. « Est-il possible de traverser le chemin ?» demanda Napoléon aux ingénieurs qui avaient été envoyés explorer le redouté col du Saint-Bernard. « Peut-être, » fut la réponse hésitante, « c'est dans les limites du possible. » Alors, en avant. Cependant, Ulysse Grant, un jeune inconnu de la gloire, sans argent ni influence, sans parrain ni ami, en 6 ans livra plus de batailles, remporta plus de victoires, captura plus de prisonniers, prit plus de butin et commanda plus d'hommes que Napoléon en 20 ans. Le meilleur de lui, dit Lincoln, c'est sa froide persistance. Il ne jure pas contre la lutte. Quand le feu espagnol sur la colline de San Juan devint presque insupportable, certains des raiders commencèrent à insulter le colonel Wood. Avec la sagesse d'un bon leader, il cria au milieu du sifflement des balles Mosée. « Vous ne voulez pas combattre ?» Lors d'une escarmouche à Salamanque, alors que les canons ennemis tiraient sur leur régiment, les hommes de Sir William Napier lui désobéirent immédiatement. Il ordonna immédiatement un arrêt et fouetta 4 des meneurs sous le feu. Les hommes se rendirent immédiatement, puis marchèrent 3000 sous un feu de canon intense, avec la même froideur que s'il s'agissait d'une revue. Lorsque Pélissier, le chef des Souabes de Crimée, a frappé un officier avec un fouet, l'homme a sorti un pistolet qui n'a pas tiré. Le patron a répondu « Camaretto, je t'ordonne 3 jours d'arrestation pour ne pas avoir tes armes en meilleur état. » L'homme de volonté de fer est froid dans l'heure du danger. J'ai dû courir comme un cyclone. C'est ce que Roosevelt a dit à propos de son élan vers la colline de San Juan. Devant son régiment, j'ai dû courir comme un cyclone pour rester en tête et éviter d'être écrasé. L'héroïsme personnel de Hobson ou de Cushing, qui a volé vers l'Albemarle il y a 40 ans, n'était rien d'autre que l'expression d'une magnifique force de volonté. C'est sur cela que s'est fondée l'ascension militaire sans égale du général Wheeler. Sous-lieutenant à 23 ans, colonel à 24 ans, général de brigade à 25 ans, général de division à 26 ans, commandant de corps à 27 ans et lieutenant général à 28 ans. Le général Wheeler a eu 16 chevaux tués sous son commandement et un grand nombre de blessés. Son équipement de monture et ses vêtements étaient souvent atteints par les projectiles ennemis. Il a été blessé 3 fois, dont une douloureusement. Il avait 32 officiers d'état-major. Et dans presque tous les cas, il s'était immédiatement à ses côtés. Aucun officier n'a été plus exposé aux projectiles de la mort que Joseph Wheeler, qui incarne cette caractéristique impériale de l'ombrière, une volonté de fer qui sous-tend toutes les magnifiques réalisations
que ce soit des héros de la brigade légère ou des bombardiers héroïques de nos grandes villes. Chapitre 4. Chapitre 4. La force de volonté dans sa relation avec la santé et la maladie. Il ne fait aucun doute que, en règle générale, une grande décision de caractère est généralement accompagnée d'une grande fermeté constitutionnelle. Les hommes qui se sont distingués par leur grande fermeté de caractère ont généralement été forts et robustes. En règle générale, l'homme fort physiquement est celui qui a du poids et de la conviction. Prenons l'exemple de Guillaume le Conquérant, tel que le décrit Green dans son histoire. L'esprit même des pillards de la mer d'où il est issu semblait incarné dans sa forme gigantesque, sa force énorme, son visage sauvage, sa bravoure désespérée. Aucun autre chevalier sous le ciel n'avouait ses ennemis de la même manière que Guillaume. Aucun autre homme ne pouvait plier l'arc de Guillaume. Son bras traversa un anneau de guerriers anglais jusqu'au pied de l'étendard. Il atteignit ses plus hautes altitudes à des moments où d'autres hommes désespéraient. Aucun autre homme assis sur le trône d'Angleterre n'a été le rival de cet homme. Ou par exemple le cas de Webster Sidney Smith. Webster a dit que Smith est un mensonge vivant car aucun homme sur Terre ne peut être aussi grand qu'il semble. Caroline a dit de lui que certains pencheraient l'avouer pour le soutenir contre le monde. Son propre physique était éloquent, les hommes suivaient sa volonté à sa vue. Les grandes récompenses de la vie reviennent toujours aux robustes, aux costauds, aux forts, pas nécessairement à une musculature énorme ou à une structure puissante, mais à une forte vitalité, à une grande énergie nerveuse. Ce sont les Lord's Brow Guns, travaillant presque continuellement 184 heures, les Napoléons 20 heures en selle, les Frank Lynch campant en plein air à 70 ans, les Gladstones tenant fermement la barre du navire de l'État à 84 ans, parcourant des miles tous les jours et abattant d'énormes arbres à 85 ans. Ce sont ceux qui réalisent de grandes choses dans la vie. Pour prospérer, il faut améliorer la puissance du cerveau, et rien n'aide plus le cerveau qu'un corps sain. La carrière d'aujourd'hui ne peut être remportée que par ceux qui étudient pour maintenir leur corps en si bon état, que leurs esprits soient capables et prêts à supporter cette haute pression sur la mémoire et l'esprit que notre compétition féroce actuelle engendre. Ce que l'on recherche maintenant, c'est la santé plus que la force. La santé est essentiellement la demande de notre temps pour nous permettre de réussir dans la vie, dans toutes les occupations modernes, de la crèche à l'école, de l'école au magasin ou au monde extérieur. La tension cérébrale et nerveuse continue d'augmenter et de s'intensifier. En général, la vigueur physique est la condition d'une grande carrière. De Stonewall Jackson au début de sa vie, il s'était fixé pour objectif de vaincre toutes ses faiblesses physiques, mentales et morales. Il a maintenu toutes ses facultés d'une main ferme grâce à sa grande autodiscipline et son autocontrôle. Son succès déterminé était dû à son endurcissement en plein air. On ne pouvait pas le convaincre de porter un manteau en hiver. « Je ne céderai pas au froid », disait-il. Pendant un an, en raison de la dyspepsie, il vivait de babeure et de peinture, et portait une chemise mouillée contre son corps car son médecine le lui conseillait, même si tout le monde ridiculisait l'idée. Cela s'est produit alors qu'il était professeur à l'Institut militaire de Virginie. Son médecin lui conseillait de se retirer à 9 heures, et peu importe où il était ou qui était présent, il cherchait toujours son lit au bout d'une minute. Tout au long de sa vie, il a strictement adhéré à ce système sévère de discipline. Un tel auto-entraînement, une grande auto-conquête, confère à quelqu'un un grand pouvoir sur les autres. C'est équivalent au génie lui-même. « Je ne peux rien faire », disait Grant. 109 heures de sommeil, quoi d'autre est aussi grandiose que d'être au seuil de la vie, frais, jeune, plein d'espoir, avec une conscience de pouvoir, à la hauteur de toute urgence, maître de la situation. La gloire d'un homme jeune est sa force. Le grand besoin du monde d'aujourd'hui est d'hommes et de femmes qui soient de bons animaux, capables de supporter la tension de notre civilisation concentrée. Les hommes et les femmes à venir doivent avoir un excès d'esprit animal. Ils doivent avoir une santé robuste. La simple absence de maladie n'est pas la santé. C'est la source débordante, pas celle qui est à moitié pleine, celle qui donne vie et beauté à la vallée en dessous. Seul est en bonne santé celui qui se réjouit dans l'existence animale, dont la vie elle-même est un luxe,
qui ressent un pouls bondissant dans tout son corps, qui ressent la vie dans chaque membre, comme les chiens qui parcourent la campagne ou comme les garçons qui glissent sur les champs de glace. Cependant, malgré tout cela, nous le savons, défiant. Une volonté de fer a souvent triomphé dans la lutte contre la maladie physique. Les esprits courageux ne sont pas un baume pour eux-mêmes. Il y a une noblesse d'esprit qui guérit des blessures au-delà des baumes. Un jour, un célèbre funambule a dit qu'il avait conclu un accord pour faire rouler une brouette le long d'une corde à une date précise. Un jour ou deux avant, j'ai eu un lumbago. J'ai appelé mon médecin et lui ai dit que je devais guérir avant une date précise. Non seulement parce que je perdrais ce que j'espérais gagner, mais aussi parce que je perdrais une grosse somme. Si je ne m'améliorais pas, et le médecin m'a interdit de me lever, je lui ai dit « À quoi sert votre conseil si vous ne pouvez pas me guérir ? Quelle utilité a votre conseil quand je serai là-bas ?» Le médecin protestait que je n'étais pas apte à l'exploit, mais j'ai continué, même si je me sentais comme une grenouille avec le dos préparé. J'ai préparé ma perche et ma brouette, je me suis agrippé au poignet et je l'ai fait rouler le long de la corde, comme toujours. Quand je suis arrivé à la fin, je l'ai fait rouler à nouveau, et à la fin, je suis redevenu une grenouille. Ce qui m'a fait penser que je pouvais faire rouler la brouette, c'était ma réserve de volonté. Qui sait, se demande le sage, qui n'a pas souffert? Schiller n'a-t-il pas produit ses plus grandes tragédies au milieu d'une souffrance physique presque équivalente à une torture? Handel n'a jamais été plus grand que lorsqu'il a été averti par la paralysie de la proximité de la mort, luttant contre l'angoisse et la souffrance, s'asseyant pour composer les grandes œuvres qui ont rendu son nom immortel en musique. Beethoven était presque totalement sourd et accablé par la douleur lorsqu'il a produit ses meilleures œuvres. Milton, qui a écrit « Qui mieux sait souffrir, mieux sait faire », a donné le meilleur de lui-même quand sa santé était faible, quand il était pauvre et aveugle. Cependant, je ne conteste pas la main, la volonté du ciel, ni je ne perds un atome de cœur, non d'espoir, mais encore, je tiens bon et je continue. Le révérend William H. Melbourne, qui a perdu la vue dans son enfance, a étudié pour le ministère et a été ordonné avant d'atteindre la majorité. Il a écrit une demi-douzaine de livres, dont une histoire très soignée de la vallée du Mississippi. Il a été pendant longtemps aumônier de la Chambre basse du Congrès. La non-voyante Fanny Crosby, de New York, a été professeure pour les aveugles pendant de nombreuses années. Elle a écrit près de 3000 hymnes, parmi lesquels se trouvent « Ne me passe pas, ô doux Sauveur, sauve les perdus, Sauveur, plus que la vie pour moi, et Jésus, tiens-moi près de la croix. » La plus grande aide que nous puissions apporter à ceux qui sont affligés, a dit l'évêque Brooks, ce n'est pas enlever son fardeau, mais convoquer sa meilleure énergie pour qu'il puisse supporter celui que la puissante volonté de Darwin avait. Darwin avait une santé délicate, souffrant constamment. Sa patience était merveilleuse. Personne sauf sa femme ne savait ce qu'il endurait pendant 40 ans, dit son fils. Il n'a pas connu un seul jour de bonne santé pendant ces 40 ans, mais il s'est astreint sans relâche à un travail auquel les esprits les plus puissants et les constitutions les plus fortes auraient refusé. Il avait un merveilleux pouvoir de s'accrocher à un sujet. Il s'excusait souvent pour sa patience, disant qu'il ne pouvait pas supporter d'être vaincu, comme si c'était un signe de faiblesse. Bulwer nous conseille de refuser d'être malade, de ne jamais dire aux gens que nous sommes malades, de ne pas l'admettre nous-mêmes. La maladie est une de ces choses auxquelles un homme doit résister par principe. Ne vous inquiétez pas de vos maux, n'étudiez pas vos symptômes, ne vous laissez jamais convaincre que vous n'êtes pas entièrement maître de vous-même. Affirmez fermement votre propre supériorité sur les maux corporels. Nous devons maintenir un haut idéal de santé et une harmonie constante devant l'esprit. L'esprit est le protecteur naturel du corps. Nous ne pouvons pas croire que le Créateur ait laissé toute la race humaine entièrement à la merci de seulement une demi-douzaine de médicaments spécifiques, agissant toujours avec certitude. Il y a un moyen divin placé en nous pour beaucoup de maux que nous subissons, si nous savions utiliser ce pouvoir de volonté et d'esprit pour nous protéger. Beaucoup d'entre nous pourraient apporter jeunesse et joie jusqu'à l'adolescence de notre 2e siècle. L'esprit a un pouvoir indubitable pour préserver et maintenir la jeunesse et la beauté physique, pour maintenir le corps fort et sain, pour renouveler la vie et la préserver du déclin bien plus longtemps qu'actuellement.
Les hommes et femmes les plus longtemps en vie ont généralement été ceux qui ont atteint un grand développement mental et moral, qui ont vécu dans la région supérieure d'une vie plus élevée, au-delà de la portée de la plupart des secousses, frictions et discordes, qui affaiblissent et détruisent la plupart des vies. Tout médecin sait que les personnes courageuses, avec une volonté indomptable, ont la moitié des chances de contracter des maladies contagieuses par rapport aux timides, hésitants et découragés. Un médecin réfléchit à un jour assurer à un ami que si un facteur postal visitait la Nouvelle-Orléans pendant la saison de la fièvre jaune, ayant 40 000 $ en sa possession, il courrait peu de danger de contracter la fièvre tant qu'il garderait possession de l'argent et le remettrait une fois entre d'autres mains, et plus tôt il quitterait la ville, mieux ce serait. Napoléon avait l'habitude de visiter les hôpitaux de la peste même quand les médecins craignaient d'y aller, et mettait réellement ses mains sur les patients atteints de la peste. Il disait que l'homme qui n'avait pas peur pouvait dissiper la peste. Une volonté aussi est un puissant tonique pour le corps. Une volonté de cette sorte a sorti de nombreux hommes de lits de mort apparents et leur a permis d'accomplir des exploits merveilleux. Quand ses médecins lui ont dit qu'il devait mourir, Douglas Herold a dit « Et laisser une famille d'enfants sans défense, je ne mourrai pas. » Il a tenu parole et a vécu pendant des années. Chapitre 5. Le romantisme des réalisations dans les difficultés que l'enfant pauvre hérite, des muscles robustes et un cœur intrépide, une structure résistante, un esprit plus résistant. Le roi des deux mains fait sa part dans tout travail et art utile, un héritage que chaque homme pourrait souhaiter conserver. Nous ne naissons pas riches. Riche est celui qui a une bonne santé, un corps sain, de bons muscles. Riche est celui qui a une bonne tête, une bonne disposition, un bon cœur. Riche est celui qui a 2 bonnes mains avec 5 opportunités dans chacune. Tout homme est équipé comme seul Dieu pourrait équiper. Ce que la fortune possède dans le merveilleux mécanisme de son corps et de son esprit, c'est l'effort individuel qui a accompli tout ce qui en vaut la peine. Le petit jeu, la diversion del pequeño juego, n'a pas beaucoup d'importance. Il n'y a pas longtemps est décédé un Australien grand de 1,80 m, James Dyson, avec une fortune de 25 millions de $. Il avait commencé sa vie comme ouvrier agricole. À Dyson, l'argent importait peu. On disait de lui « Je le laisserai derrière moi quand je partirai, alors j'en aurai fini avec lui et je ne m'en soucierai plus. » Mais il ajoutait, avec un claquement caractéristique des doigts, semi-exultant, « L'argent n'est rien. La partie amusante était le petit jeu. » Lorsqu'on lui demanda quel était ce petit jeu, il répondit avec une énergie concentrée qui lui était propre. « La lutte contre le désert. Cela a été mon travail. J'ai lutté contre le désert toute ma vie et j'ai gagné. J'ai mis de l'eau là où il n'y avait pas d'eau, de la viande là où il n'y en avait pas. J'ai mis des clôtures là où il n'y en avait pas et des routes là où on n'en trouvait pas. Rien ne peut défaire ce que j'ai fait, et des millions de personnes seront plus heureuses grâce à cela après ma mort et mon oubli. » Peut-être que l'auto-assistance n'a-t-elle pas accompli toutes les grandes choses du monde. Combien de jeunes hésitent, fléchissent et vacillent dans leurs desseins parce qu'ils n'ont pas le capital de départ et attendent que la bonne chance leur donne un coup de pouce, mais le succès est le fils du travail dur et de la persévérance. Il ne peut pas être canalisé ni soudoyé. Payez le prix et il est à vous. Une lutte constante, une bataille incessante pour tirer le succès d'un environnement inhospitalier est le prix de toutes les grandes réalisations. Les conquérants de la fortune, Benjamin Franklin, avaient cette ténacité de but de manière merveilleuse. Lorsqu'il a commencé son entreprise d'imprimerie à Philadelphie, il transportait son matériel dans les rues, dans une brouette. Il a loué une chambre pour son bureau, salle de travail et chambre à coucher. Il a trouvé un rival redoutable dans la ville et l'a invité dans sa chambre, pointant un morceau de pain dont il venait de dîner. Il lui dit « À moins que tu ne puisses vivre moins cher que moi, tu ne peux pas me tuer de faim. » C'est ainsi qu'il a démontré la sagesse du dicton d'Edmund Burke, selon lequel celui qui lutte avec nous renforce nos nerfs et aiguise notre habileté. Notre adversaire est notre assistant. Le jeune Georges Peabody, pauvre et sans amis, fatigué, douloureux aux pieds et affamé, appela une taverne de Concorde et demanda à être autorisé à fendre du bois pour rester et prendre le petit déjeuner. Cependant, il travailla en échange de tout ce qu'il reçut,
surmontant la pauvreté de ses débuts. Il ne pouvait même pas obtenir des chaussures pour l'hiver lorsqu'il était enfant, mais il travaillait pieds nus dans la neige. Il a fait un pacte avec lui-même pour travailler 16 heures par jour, et il l'a honoré scrupuleusement. Lorsqu'il perdait du temps à cause d'une interruption, il volait son sommeil pour le récupérer. Il est devenu un riche commerçant de New York, maire de la ville et membre du Congrès. Valeur commerciale. Les affaires d'un gentleman appelé Rose se sont retrouvées dans une situation compliquée en raison de ses intérêts conflictuels dans plusieurs États. Il a été emprisonné. Alors qu'il était confiné, il écrivit sur les murs de sa cellule. « Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Quand j'en aurai 50, il vaudra un demi-million de dollars, et quand j'en aurai 60, il vaudra 1 million de dollars. » Il a vécu pour accumuler plus de 3 millions de dollars. La routine qui touche tant de commerçants, dit Whitepool, doit son échec non pas tant à son manque de talent pour les affaires qu'à son manque de nerfs pour elles. Cyrus W. Field s'était retiré des affaires avec une grande fortune lorsqu'il eut l'idée qu'une communication télégraphique entre l'Europe et l'Amérique pourrait être établie par un câble posé au fond de l'océan Atlantique. Il se lança dans l'entreprise de toute la force de son être. Ce fut une lutte incroyablement difficile, avec les forêts de Terre-Neuve, les groupes de pression au Congrès, la gestion inexpérimentée des freins de son câble, Agamemnon, une deuxième et une troisième rupture du câble en mer, la cessation du courant qui n'a jamais bien fonctionné, la rupture d'un câble supérieur au Great Eastern, tout cela n'a pas suffi à contrecarrer la volonté de fer de Field, dont le triomphe final fut celui de l'énergie mentale dans l'application de la science. 4 journalistes de New York, pour ne pas citer Horace Greeley, fondateur du Tribune, son histoire devrait être dans tous les manuels scolaires, James Brooks, un jour éditeur et propriétaire du Daily Express, et plus tard un éminent congressiste, ont commencé leur vie comme commis dans un magasin de mines et à 21 ans, ils ont reçu un tonneau de rhum de Nouvelle-Angleterre comme salaire. Ils étaient impatients d'aller à l'université. Alors ils sont partis pour Waterville avec leur malle sur le dos, et quand ils ont obtenu leur diplôme, ils étaient si pauvres et courageux qu'ils portaient encore leur malle sur le dos à la gare quand ils rentraient chez eux. Quand James Gordon Bennett avait 40 ans, il rassembla toutes ses propriétés, soit 300 $, et dans un sous-sol avec une planche sur 2 tonneaux comme bureau, il était son propre imprimeur, employé de bureau, éditeur, vendeur de journaux, correcteur d'épreuves et d'imprimerie. Il a commencé le New York Herald après de nombreux essais et défaites, en essayant de suivre la routine, au lieu de faire les choses à sa manière. La carrière précoce d'aucun homme n'illustre mieux le dicton de Wang Du Phillips selon lequel la défaite n'est rien d'autre que l'éducation, rien d'autre que les premiers pas vers quelque chose de mieux. Thurlow Weed, qui fut journaliste pendant 57 ans, fort, sage, génial et très habile, et d'une excellente condition physique qui a contribué grandement à façonner la politique publique dans l'État de l'Empire, raconte une histoire des plus romantiques sur son enfance. Je ne peux pas préciser combien d'éducation je recevais à Castel, probablement moins d'1 an, certainement 1 an et demi, et c'était quand je n'avais pas plus de 5 ou 6 ans. Ressentir le besoin dès son plus jeune âge d'essayer de gagner sa vie, son premier emploi fut la fabrication de sucre, une occupation à laquelle il s'est beaucoup attaché. Maintenant, je vois avec un grand plaisir les jours et les nuits que j'ai passés dans les buissons à extraire la sève. Le manque de chaussures, car la neige était profonde, n'était pas une petite privation. C'était le seul inconvénient à mon bonheur. Cependant, je l'arrangeais en attachant des morceaux d'un vieux tapis autour de mes pieds, et je m'en sortais assez bien à couper du bois et à récolter de la sève. Mais quand le printemps avançait et que le sol apparaissait nu en certains endroits, je me débarrassais du vieux tapis et je travaillais pieds nus. Il y avait beaucoup de temps libre pour les garçons qui fabriquaient du sucre. J'y consacrais ce temps à la lecture lorsque je pouvais trouver des livres, mais les fermiers de cette époque avaient très peu ou pas du tout de livres, sauf leur Bible. Je demandais des livres empruntés autant que possible. J'ai appris qu'un voisin à 3000 de distance avait emprunté à un voisin encore plus éloigné un livre d'un grand intérêt. Je me mis en route pieds nus dans la neige pour obtenir ce trésor. Il y avait des endroits de terre nue où je m'arrêtais pour réchauffer mes pieds, et le long du chemin, il y avait parfois des tronçons de clôture en rondins sur lesquels la neige avait fondu,
et marcher dessus était un luxe. Le livre était à la maison, et les bonnes gens ont bien voulu me le prêter après ma promesse de ne pas le rendre ni déchiré ni taché au retour. Avec le prix, je me sentais trop heureux pour penser à la neige ou à mes pieds nus. Les bougies figuraient alors parmi les luxes, pas les nécessités de la vie. Si les garçons, au lieu de se coucher au crépuscule, voulaient lire, ils se fournissaient en nœuds de pain à la lumière desquels ils étudiaient horizontalement. Avec mon corps dans la cabane à sucre et ma tête à l'extérieur, où le gros pin brûlait, je lisais avec un intérêt intense le livre qu'on m'avait prêté, une histoire de la Révolution française. La prochaine entreprise de Witt fut dans une fonderie de fer, à une profonde hague. Mon travail consistait, après la fonte, à tremper et à préparer moi-même les noyaux de moulage. C'était un travail de jour et de nuit. Nous mangions du porc salé et du pain de seigle et de maïs 3 fois par jour, et nous dormions sur la paille dans des lits superposés. J'aimais l'excitation de la vie dans le fourneau. Quand il faisait jour, ni Argus pour apprendre le métier de l'imprimerie, il travaillait de 5 heures du matin à 9 heures du soir, depuis les débuts les plus modestes. Plus il y a de difficultés à surmonter à l'intérieur et à l'extérieur, plus significative et plus haute sera votre vie. L'histoire de With the Grill n'est pas étrange aux États-Unis. Certains des hommes les plus éminents du monde ont lutté contre la pauvreté dans leurs premières années de vie et ont triomphé d'elle. L'astronome Kepler, dont le nom ne mourra jamais, a vécu dans des angoisses constantes et a renoncé à de grandes fortunes pour l'astrologie afin de gagner sa vie, disant que l'astrologie, comme fille de l'astronomie, devait subvenir aux besoins de sa mère. Il a dû accepter toutes sortes de services et ses almanachs ont travaillé pour quiconque le payait. Line Just était si pauvre quand il a reçu son éducation qu'il devait raccommoder ses chaussures avec du papier plié et devait souvent mendier ses repas à ses amis. Pendant les 10 ans où il a réalisé ses plus grandes découvertes, Isaac Newton ne pouvait à peine payer 2 shillings par semaine à la Royal Society, dont il était membre. Certains de ses amis ont voulu le dispenser de ce paiement, mais il ne leur a pas permis d'agir. À 17 ans, il a pris en charge une machine avec son père comme pompier. Il ne savait ni lire ni écrire, mais la machine était son professeur et lui, un élève fidèle. Lorsque les autres jouaient ou flânaient dans les saloons pendant les vacances, George se consacrait à démonter sa machine, à la nettoyer, à l'étudier et à faire des expériences avec les moteurs. Quand il est devenu célèbre comme grand inventeur d'amélioration pour les moteurs, ceux qui avaient flâné et joué l'ont appelé chanceux. Ces hommes ont gagné leur position dans la vie grâce à leur fermeté, à leur volonté indomptable. Nous nous élevons par les choses qui sont sous nos pieds, parce que nous avons maîtrisé, que ce soit bien ou gain. Le talent dans lequel le temps a été perdu parmi les compagnons de Sir Joshua Reynolds, alors qu'il étudiait son art à Rome, il y avait un compagnon appelé Has Click. Ils ont fait une excursion avec quelques autres par une journée chaude, et les autres, sauf Ashley, ont enlevé leur manteau. Après plusieurs railleries, ils l'ont persuadé de faire de même, et il a montré en haut de son gilet une cascade d'écume. L'angoisse l'avait contraint à raccommoder ses vêtements avec l'un de ses propres paysages. James Serpis, le célèbre artiste forgeron d'Angleterre, était très pauvre, mais se levait souvent à 3 heures de l'après-midi pour copier des livres qu'il ne pouvait pas acheter. Il marchait 18 miles jusqu'à Manchester et revenait après une dure journée de travail pour acheter un shilling de matériaux d'artiste. Il choisissait les travaux les plus lourds à la forge car cela prenait plus de temps pour chauffer le métal, lui laissant ainsi de nombreux moments libres pour travailler sur les petits livres qu'il appuyait contre la cheminée. Il était avare des moments libres et les utilisait tous comme s'il ne devait pas en avoir d'autres. Il consacra ses heures de loisirs pendant 5 ans à cette merveilleuse production. La forge, dont des copies peuvent être vues dans de nombreux foyers, fut accomplie avec une volonté de fer inébranlable, et il remporta ainsi le triomphe de sa vie. « Ce garçon me battra un jour », dit un vieux peintre en observant un petit compagnon appelé Michel-Ange dessiner des marmites, des pinceaux, des tréteaux et d'autres articles dans l'atelier. Le garçon pieds-nus persévéra jusqu'à surmonter toutes les difficultés et devint le plus grand maître de l'art que le monde ait connu. Bien que Michel-Ange soit devenu immortel dans 3 occupations différentes et que sa renommée aurait pu reposer sur son dôme de Saint-Pierre,
en tant qu'architecte, sur son Moïse en tant que sculpteur ou sur son jugement dernier en tant que peintre, nous découvrons par sa correspondance maintenant au musée britannique que lorsqu'il travaillait sur sa statue colossale en bronze du pape Jules II, il était si pauvre qu'il ne pouvait pas permettre à son frère cadet de lui rendre visite à Bologne, car il n'avait qu'un lit où dormaient lui et 3 de ses assistants. L'étoile d'une volonté invincible s'éleva dans son sein serein, résolu et calme, maître de lui-même, énergie concentrée. Les luttes et les triomphes de ceux qui sont obligés de vaincre sont une histoire sans fin. La procession des travailleurs enthousiastes ne cessera pas tant que le monde tournera sur son axe. Disons que nous voulons du génie spécialisé dans des centaines de professions, mais le fait est qu'aucune quantité de génie n'a jamais servi sur terre à moins d'avoir été poussé par la force de la volonté pour surmonter les obstacles qui entourent quiconque veut s'élever au-dessus des circonstances dans lesquelles il est né ou devenir plus grand que sa vocation. N'était-ce pas Virgile, fils de portier, Horace d'un épicier, Démosthène d'un coutelier, Miltiade d'un scribe, Shakespeare d'un graveur de laine et Cromwell d'un brasseur? Ben Jonson, lorsqu'il suivait son métier de maçon, travaillait dans l'auberge de Lincoln à Londres avec la truelle à la main et un livre dans la poche. Joseph Hunter était charpentier dans sa jeunesse, Robert Burns était orateur, Keats était pharmacien, Thomas Carlyle et Hugh Miller étaient maçons. Dante et Descartes étaient soldats. Le cardinal Wolsey de Falk et Kirk White était fils de boucher, Paradis était fils d'aubergiste, et son maître Humphrey Davy était apprenti apothicaire. Kepler était garçon d'auberge allemand. Bunyan était chaudronnier. Copernic était fils d'un boulanger polonais. Tous se sont élevés en étant plus grands que leurs occupations. Comme Arkwright s'est élevé au-dessus de la simple tondeuse, Bonham au-dessus du chaudronnier, Wilson au-dessus du cordonnier, Lincoln au-dessus de la coupe de rails et Grant au-dessus du tanneur. En devenant barbier, chaudronnier, cordonnier, travailleur et tanneur de première classe, ils ont acquis le pouvoir qui leur a permis de devenir de grands inventeurs, auteurs, hommes d'État et généraux. John Kay, l'inventeur de la navette volante, James Hargrave, qui a introduit le filage, et Samuel Compton, qui a inauguré le filage moule, étaient tous des artisans sans éducation et pauvres. Mais ils étaient dotés de facultés naturelles qui leur ont permis de laisser une empreinte plus durable sur le monde que toute chose qui aurait pu être accomplie par le simple pouvoir du savoir ou de la richesse. On ne peut dire d'aucun de ces grands hommes que leur trajectoire individuelle dans la vie aurait été ce qu'elle a été s'il avait manqué une magnifique force de volonté résolue comme la marée pour les porter vers le haut et vers l'avant. Que la fortune déverse tout son fardeau sur moi. J'ai une âme qui, avec un large bouclier, peut tout prendre et voir que c'est suffisant pour plus. Le destin n'était pas mien, ni je n'appartiens au destin. Les âmes ne connaissent pas de concurrence. Chapitre 6. Pouvoir de la persévérance. Ne jamais abandonner. Il y a des opportunités et des changements pour aider les optimistes 100 contre 1. À travers le chaos, la haute sagesse organise toujours le succès. Si tu résistes simplement, ne t'abandonne pas, car le plus sage est aussi le plus audacieux. Savoir que la Providence mélange la coupe et de toutes les maximes, la meilleure, la plus ancienne, et la sévère consigne de ne jamais abandonner. Sois ferme. Un élément constant de la chance est authentique, solide. Le vieux courage, Teuton Jones, le succès dans la plupart des choses dépend de savoir combien de temps il faut pour réussir. Montesquieu. Le pouvoir de persévérer est caractéristique de tous les hommes qui ont accompli quelque chose de grand. Il peut leur manquer d'autres particularités, avoir de nombreuses faiblesses ou excentricités, mais la qualité de la persistance n'est jamais absente chez un homme réussi. Peu importe l'opposition qu'il rencontre ou le découragement qui le frappe, le travail ardu ne peut le rebuter, les obstacles ne peuvent le décourager, le travail ne peut lui causer de malheur, la peine et les revers ne peuvent le nuire. Ce n'est pas tant la brillance de l'intellect ou la fécondité des ressources que la persistance de l'effort, la constance du but qui font un grand homme. Ceux qui réussissent dans la vie sont les hommes et les femmes qui restent toujours à l'œuvre,
qui ne se croient pas géniaux mais qui savent que s'ils accomplissent quelque chose un jour, c'est par le biais d'une industrie déterminée. Audubon, après des années de vie dans les bois, vit comment les souris détruisent 200 de ses précieux dessins. Une flamme émouvante me traversa le cerveau comme une flèche de feu. Et pendant plusieurs semaines, je fus prostré par la fièvre. Finalement, la force physique et morale se réveilla en moi. Je repris mon fusil, mon sac à provisions, mon portefeuille et mes crayons, et je me replongeai dans les profondeurs des bois. Tout le monde connaît la mésaventure de Carlyle lorsqu'il écrivait son histoire de la Révolution française. Après que le premier volume fut prêt pour l'impression, il prêta le manuscrit à un voisin qui le laissa traîner par terre, et la femme de chambre le prit pour allumer un feu. Ce fut une amère déception, mais Carlyle n'était pas un homme à abandonner. Après de nombreux mois à étudier attentivement des centaines de volumes d'autorité et des dizaines de manuscrits, il produisit celui qui avait été brûlé en seulement quelques minutes. Procède, et la lumière se lèvera. C'est la maxime qui, dit Arago, a été mon plus grand maître en mathématiques. Balzac, s'il s'était facilement découragé, aurait hésité face aux avertissements de son père. Tu sais que dans la littérature, un homme doit être un roi ou un mendiant? Très bien. La réponse serait un roi. Ses parents l'abandonnèrent à son sort dans une mansarde pendant 10 ans. Il livra de terribles batailles contre les privations et la pauvreté, mais finalement, il remporta une grande victoire. Il la remporta après avoir produit 40 romans qui ne réussirent pas. La première jeunesse de Zola fut le théâtre d'une amère lutte contre la pauvreté et les privations. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il fut un enfant gâté, mais à la mort de son père. Lui et sa mère commencèrent la bataille de la vie à Paris. De sa période sombre, Zola dit souvent « J'ai souvent eu faim pendant si longtemps, tant qu'il semblait que je devais mourir. » Il ne goûtait à peine la viande d'un mois à l'autre, et pendant 2 jours, il vivait avec 3 pommes. Le feu, même pendant les nuits les plus froides, était un luxe inimaginable. Il était l'homme le plus heureux de Paris quand il pouvait obtenir une bougie, à la lueur de laquelle il pouvait étudier la nuit. Les pieds nus de Samuel Johnson à Oxford se montraient à travers les trous de ses chaussures, et pourtant, il jetait par la fenêtre la nouvelle paire que quelqu'un laissait devant sa porte. Il a vécu pendant un certain temps à Londres, avec 9 cents par jour pendant 13 ans, luttant durement contre le besoin. John Locke a autrefois vécu de pain et d'eau dans un grenier hollandais, et Jane a passé de nombreuses nuits sur le sol d'une grange avec seulement 1 livre comme oreiller. Il a fait face à la pauvreté comme une épine pressant sa poitrine. Harvard Martin New, à qui nous devons ses écrits, n'a pas de page plus intéressante dans sa biographie que celle qui enregistre comment Emerson, enfant, ne pouvait pas lire le 2e volume d'un certain livre parce que sa mère veuve ne pouvait pas payer la somme de 5 cents nécessaire pour l'obtenir de la bibliothèque itinérante. « Pauvre petit, dit Emerson, en regardant son fils délicatement élevé, combien il perd en n'ayant pas à passer par les dures expériences que j'ai eues dans ma jeunesse. » C'est à travers la nécessité de gagner qu'Emerson a imposé son premier grand succès dans la vie en tant qu'enseignant. Je ne connais aucune médaille, ni aucun étendard, qui soit aussi contestable d'une volonté souveraine que cette ténacité de dessein qui, à travers tous les changements de compagnons ou de partis ou de fortune, ne change jamais. Elle ne cède pas un pouce de cœur ou d'espoir, mais épuise l'opposition et atteint son port. Louisa Elcourt a gagné 200 000 $ avec sa plume. Cependant, lorsque son père lui a remis un jour un manuscrit qui avait été rejeté par le rédacteur en chef de l'Atlantique, avec le message « Dis à Louisa de se consacrer à l'enseignement. Elle ne réussira jamais en tant qu'écrivaine. » Elle répondit « Dis-lui que je réussirai en tant qu'écrivaine et qu'un jour j'écrirai pour l'Atlantique. » Peu de temps après, elle écrivit pour l'Atlantique un poème que Longfellow attribua à Emerson, et il y eut un moment où elle écrivit dans son journal « Il y a 20 ans, j'ai résolu de rendre ma famille indépendante si je pouvais. À 40 ans, c'est fait. Toutes les dettes sont payées, même celles qui sont hors la loi. Nous avons assez pour être à l'aise. Cela m'a coûté ma santé, peut-être que j'ai piétiné les impossibilités, dit-il. Lord Chatham a dit « Pourquoi demander « regardez-nous » ? Devrions-nous nous appeler des hommes si ce n'est pour réussir en tout partout ?» Charles J. Fox a ajouté « Dites-moi d'un jeune homme
qui s'est distingué par un brillant premier discours. Il peut rester satisfait de son premier triomphe, mais montrez-moi un jeune homme qui n'a pas eu de succès au début et qui a ensuite progressé, et je soutiendrai cet homme pour qu'il fasse mieux que ceux qui ont réussi à la première épreuve. Goldwin Smith s'est effondré complètement la première fois qu'il est apparu sur une tribune à Manchester, et le président s'est excusé pour lui. Mais il n'a pas arrêté de parler jusqu'à ce que tous les pauvres d'Angleterre aient un pain plus grand, meilleur et moins cher. Le jeune Israélien a émergé d'une race haïe et persécutée, se frayant un chemin à travers les classes moyennes et supérieures, jusqu'à se placer lui-même au sommet du pouvoir politique et social. Au début, on se moquait de lui, on le ridiculisait, on le méprisait, on le hua depuis la Chambre des communes. À cela, il répondit simplement « Il viendra un moment où l'on m'écoutera ». Le moment est venu et il a balancé le centre de l'Angleterre pendant un quart de siècle. Quelle énorme était l'incommensurable puissance de réserve de Lincoln lorsqu'il était jeune, ou du président Garfield, bûcheron, sonneur de cloches et balayeur général à l'université. Un but persistant. On parle beaucoup du génie, du talent, de la chance, du hasard, de l'astuce et des bonnes manières, et de l'influence qu'ils ont sur le succès. En mettant de côté la chance et le hasard, tous ces éléments sont des facteurs importants. Cependant, la possession de l'un d'entre eux, voire de tous, si elle n'est pas accompagnée d'un objectif défini, d'un but déterminé, ne garantit pas le succès. Les hommes dérivent dans les affaires, dérivent vers la société, se perdent dans la politique, dérivent dans ce qu'ils imaginent, avec tendresse et en vain, être la religion. Si les vents et les marées sont favorables, tout va bien, sinon tout va mal. La plupart des hommes, dit-on, vont simplement à la dérive à travers la vie, et le travail qu'ils font est déterminé par 100 circonstances différentes. Ils pourraient bien être en train de faire n'importe quoi d'autre ou préféreraient ne rien faire. Cependant, indépendamment de ce qui pourrait manquer aux géants de la race, les hommes qui ont connu un succès remarquable ont eu une caractéristique commune: la ténacité et la persistance dans le but. Peu importe à quel point un jeune homme est intelligent, s'il est le leader de sa classe à l'université ou qu'il surpasse tous les autres garçons de sa communauté, il ne réussira jamais s'il lui manque cette persistance essentielle. Beaucoup d'hommes qui auraient pu être de brillants musiciens, artistes, enseignants, avocats, médecins ou chirurgiens capables, malgré les prédictions contraires, n'ont pas atteint le succès en raison de l'absence de cette qualité. La persistance dans le but est une puissance qui crée la confiance chez les autres. Tout le monde croit en l'homme déterminé lorsqu'il entreprend quelque chose. Sa bataille est à moitié gagnée, car non seulement lui-même mais tous ceux qui le connaissent croient qu'il atteindra ce qu'il se propose. Les gens savent qu'il est inutile de s'opposer à un homme qui utilise ses revers comme des échelons, qui n'a pas peur de l'échec, qui ne fuit jamais malgré les calomnies ou les critiques, qui n'esquive jamais la responsabilité et qui maintient toujours sa boussole pointée vers l'étoile du nord de son objectif, peu importe les tempêtes qui se déchaînent autour de lui. L'homme persistant ne s'arrête jamais pour se demander s'il a du succès ou non. La seule question qu'il se pose est comment continuer pour aller un peu plus loin, un peu plus près de son objectif, que cela le conduise à travers des montagnes, des rivières ou des marais. Toute autre considération est sacrifiée devant ce but dominant. Le succès d'un jeune homme ennuyeux ou médiocre et l'échec d'un brillant sont une surprise constante dans l'histoire des États-Unis. Mais si l'on analyse attentivement les différents cas, on trouvera que l'explication réside dans le pouvoir de persistance du jeune homme apparemment ennuyeux, la capacité de rester fermé comme un roc dans toutes les circonstances, de ne pas permettre que rien le détourne de son but. 3 choses sont nécessaires, a dit Charles Schumer. Premièrement, de l'épine dorsale, deuxièmement, de l'épine dorsale, et troisièmement, de l'épine dorsale. Une bonne opportunité seule n'est rien. L'éducation n'est rien sans une résolution et une résistance forte, une grande vigueur pour accomplir quelque chose dans le monde. Un bon départ n'est rien sans une colonne vertébrale. Un homme qui ne peut pas se tenir debout, qui vacille d'abord dans une direction puis dans une autre, qui n'a pas d'opinion propre, qui n'a pas le courage de penser son propre pensée, est de très peu d'utilité dans ce monde. Ce sont les tripes, la persévérance, la résistance morale et le courage qui gouvernent le monde, selon le jugement des 7 évêques de l'Église d'Angleterre.
Lorsqu'ils refusèrent d'aider le roi à renverser la foi protestante, il fut nécessaire de surveiller les officiers aux portes pour qu'ils n'envoient pas de nourriture à un membre du jury et ne l'aident pas à convaincre les autres. Il n'était permis d'envoyer que de l'eau pour qu'ils se lavent, et ils avaient tellement soif qu'ils s'en devaient. Au début, 9 étaient partisans de l'acquittement et 3 de la condamnation. 2 de la minorité se rendirent rapidement. Le 3e, Arnold, était obstiné. Il refusa de discuter. Austin lui dit « Regardez-moi, je suis le plus grand et le plus fort des 12, et avant de trouver une pétition comme ce libelle ici, je resterai jusqu'à ce que je sois plus grand qu'une pipe à tabac. » Arnold céda à 6 heures du matin. Le succès contre vents et marées est une pensée à laquelle je m'accroche fermement. Le dernier résultat de la sagesse le marque comme vrai. On ne gagne sa liberté et son existence que chaque jour en les reconquérant. Il est intéressant de noter comment certaines intelligences semblent presque se créer elles-mêmes, émergeant sous n'importe quelle adversité et ouvrant un chemin solitaire mais irrésistible à travers 1000 obstacles. Les circonstances opposées créent de la force. L'opposition nous donne un plus grand pouvoir de résistance. Surmonter une barrière nous donne une plus grande capacité à surmonter la suivante. L'histoire est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui se sont rachetés de la malchance, de la pauvreté et du malheur par la ferme résolution d'une volonté de faire. Le succès ne se mesure pas à ce qu'un homme accomplit, mais à l'opposition qu'il a rencontrée et au courage avec lequel il a maintenu la lutte contre des probabilités écrasantes. Ce n'est pas la distance que nous avons parcourue, mais les obstacles que nous avons surmontés, les désavantages sous lesquels nous avons mené la course, qui décideront des récompenses. C'est la défaite, dit Henry Wardby, celle qui transforme l'os en silex et le cartilage en muscle, et qui a formé ces natures héroïques qui montent maintenant dans le monde. N'ayez pas peur de la défaite, car on n'est jamais aussi proche de la victoire que lorsque l'on est vaincu pour une bonne cause. Le gouverneur Same Hart de New York, un homme de grande force et de caractère, a déclaré en examinant sa vie « Si je devais effacer 20 actes, quels seraient-ils ? Ce devraient être mes erreurs commerciales, mes actes stupides, car je suppose que tout le monde commet des actes stupides de temps en temps. Mes torts, non, car finalement, ce sont les mêmes choses dont j'ai bénéficié. Ainsi, j'en suis venu à la conclusion que je devais supprimer, au lieu de mes erreurs, mes triomphes. Je ne pouvais pas me permettre de me priver du tonique de la mortification, du raffinement de la peine. J'en avais besoin, tous étaient nécessaires. Toutes les conditions, quelles qu'elles soient, dit Channing, ont des difficultés, des dangers et des douleurs. Nous essayons de les éviter. Aspirons à une chance protégée, un chemin tranquille, ou à être amis encourageants et à un succès ininterrompu. Mais la Providence ordonne des tempêtes, des désastres, des hostilités, des souffrances, et la grande question de savoir si nous vivrons ou non, si nous serons renforcés mentalement et émotionnellement, ou si nous serons faibles et pitoyables, ne dépend pas autant de notre utilisation des circonstances adverses. Les mots extérieurs sont destinés à éduquer nos passions, à éveiller nos facultés et vertus pour qu'elles agissent avec une plus grande intensité. Parfois, ils semblent créer de nouveaux pouvoirs. La difficulté est l'élément et la résistance le véritable travail de l'homme. L'autoculture n'avance jamais aussi rapidement que lors des circonstances embarrassantes, de l'opposition, des hommes ou des éléments, des changements inattendus, des temps ou d'autres formes de souffrance. Au lieu de nous décourager, il nous pousse vers nos ressources internes, nous dirige vers Dieu à la recherche de force, éclaire le grand but de la vie et nous inspire une résolution calme. Aucune grandeur ou bonté ne vaut beaucoup si elle n'est pas éprouvée dans ces épreuves. Il vaut mieux s'arrêter avec le cœur et la main face à la marée rugissante de la vie que de se laisser emporter par le mensonge impitoyable sur son fil éclatant des occasions de Dieu. Il est préférable de dériver avec le nerf nu pour supporter les aiguilles de cette aire de piqûre dans le giron du bonheur sensuel. Renoncer au pouvoir divin de réaliser l'objectif divin de savoir. Whitejour, chapitre 7. Le degré de détermination. Quand Moody visita l'Irlande pour la première fois, un ami le présenta à un commerçant irlandais qui lui demanda immédiatement « Es-tu un point ou un point signifie out and out » ou en espagnol « oera y fuera ». Or,
et dehors de Dieu? C'était ce que voulait dire ce commerçant. En effet, il n'est rien d'autre qu'un homme en bois, un pauvre bâton qui est déterminé dans tout, mais qui ne sait jamais où il en est moralement, n'étant religieusement nulle part. Les premiers livres des Hébreux ont beaucoup à dire sur la vallée de la décision et le développement du caractère moral, hors et dedans. L'homme qui se place du côté du mal moral personnifié se met entre ses mains pour le servir volontairement comme outil et serviteur, manque malheureusement d'une volonté bien équilibrée, faite moralement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'y a-t-il de plus sain, de plus salutaire, de plus approprié pour un homme que de se lever promptement, avec détermination, pour faire de la volonté divine sa propre volonté dans toute action morale, pour la prendre avec le guide suprême auquel se conformer? C'est la gloire de la volonté humaine que de coïncider avec la volonté divine. En faisant cela, la volonté de faire de l'homme, loin d'être un pouvoir égoïste malveillant, sera utile pour élever l'humanité. Dieu a parlé ou n'a pas parlé, et s'il a parlé, les sages écouteront. Nous cherchons la vérité dans le monde, nous sélectionnons le bon, le pur, le beau dans la pierre sculptée et le parchemin écrit de tous les champs de fleurs de l'âme, et en tant que chercheurs fatigués du meilleur, nous reviendrons chargés de notre quête pour trouver ce que les sages ont dit être dans le livre que notre mère a lu, White Junior, où la terre qui fleurit et les oiseaux qui chantent, où les étoiles qui brillent quand tout est sombre dans le type et le symbole que tu apportes à la vie divine. Et tu nous demandes d'écouter pour que nous puissions saisir le chant sublime et en montant, passer les limites du temps. Ainsi, nous gagnerons le but divin, notre immortalité. Merci beaucoup pour votre visite.